Alors Christophe, évidemment, il y a beaucoup d'attentes, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un long chemin qui a déjà été parcouru. Ce que j'aimerais savoir, pour aller plus loin, c'est comment ont été créés ces 6 groupes de travail, les 6 thèmes qui ont été choisis. Vous nous les décrivez en quelques minutes, avant qu'on lance vraiment, on rentre dans le vif du sujet avec les chefs de groupe. Tout à fait, Anne. La réflexion, quand j'ai annoncé qu'on allait faire un livre blanc et un nouveau sommet, on est parti à la pioche auprès de nos adhérents sur Facebook, où on a un groupe fermé où il y a plus de pratiquement 11 000 maintenant personnes, qui sont des patients et des familles. Et on a fait un questionnaire pour savoir quelles étaient les thématiques qui leur tenaient le plus à cœur. On avait fait un échantillonnage et 6 thématiques sont revenues. Principalement. La première, qui est un peu logique, qui était le parcours de soins. La seconde est un peu... Norbert, il vient d'y faire référence avec les enfants, puisque c'est 50% des enfants. La scolarité. Ensuite, les difficultés liées à l'emploi, l'accès à l'emploi, la mobilité pour aller à l'emploi, et la mobilité elle-même, en général. L'isolement social. On a eu aussi beaucoup de... Puisque c'est une maladie qui isole, Hélène a précisé que la honte devait changer de camp, et nous on le redit, patients, la honte doit changer de camp, donc l'isolement social en fait partie, et l'accès à l'activité de loisir, et sportif principalement, puisque dans les fédérations sportives, l'épilepsie est pas prise en compte, ou tout ce qui est handicap sur l'épilepsie n'est pas pris en compte correctement, et on aimerait bien que ce le soit un petit peu plus. Et donc partant de là, oui. On a eu ces 6 thématiques, et on a proposé, c'était mon idée de proposer à l'ensemble de nos adhérents de venir se joindre dans des groupes de travail sur ces 6 thématiques, en disant, ben voilà, on ouvre en septembre 2021 le travail et le champ de travail sur ces thématiques, qui est intéressé pour venir contribuer, réfléchir, réaliser et construire ce qu'on présente aujourd'hui. Et donc là, on a eu quarantaine, cinquantaine de bénévoles. Et je précise vraiment patients et aidants, c'est-à-dire qu'il y avait une grande quantité de patients, et l'idée de départ était de se dire on a un certain nombre d'adhérents, et on avait forcément des talents, des connaissances, et des choses que l'on pouvait apporter au grand jour, peut-être des expériences en région, des expériences à l'étranger, connues, et sur lesquelles on pouvait peut-être être source de propositions. Et le livre blanc, ce n'est pas seulement un état des lieux de la situation et un état des lieux législatif ou légal, c'est aussi pour nous une liste de propositions, et voilà. Parfait. Vous savez ce que je vous propose, c'est qu'on va les appeler, alors vous en avez déjà 2 qui sont à vos côtés, voilà. On va les appeler au fur et à mesure et vous allez les présenter. Alors moi j'appelle Marie-Céline à venir sur scène. Marie-Céline Pestrino. Voilà. Qui était... Vous avez un escalier de l'autre côté, je pense, c'est peut-être plus facile. Je vais me décaler du coup. Qui est donc sur la thématique scolarité. Oui. Qui l'a animée avec talent. Et elle est maman d'un enfant épileptique. Magali. Magali, qui a travaillé entre autres avec moi sur la thématique emploi, pareil, qui est aidant, et voilà. Anaïs, qui est patiente, et qui, elle, a travaillé en priorité sur la mobilité, mais aussi elle a travaillé sur d'autres thématiques en lien avec un autre pilote. Gilles Guibert, qui a travaillé donc sur l'activité sportive et loisirs avec la fille de Magali Villette, qui est en STAPS. Et François Latour, qui est aussi aidant, et qui est aussi le secrétaire général de l'association. Voilà, et qui lui a travaillé sur l'isolement social. Ben c'est parfait, merci pour cette présentation. Donc, on a... Oui, vous avez raison, ils ont beaucoup travaillé. Avant d'aborder plus précisément les 6 thèmes, on a remarqué qu'il y avait un sujet qui venait de façon récurrente, quel que soit le thème de réflexion choisi pour ce sommet et pour le livre blanc d'épilepsie, c'est la méconnaissance de cette maladie aux formes multiples. Cette méconnaissance génère une peur dont les conséquences sont présentes dans tous les aspects de la vie quotidienne des malades et qui ajoute un handicap au handicap. Les familles, les proches, les aidants, les enseignants, l'encadrement dans le monde scolaire et le monde du travail, même les professionnels de santé sont concernés. Hélène et Norbert l'ont déjà souligné.
souligné en introduction. Donc c'est de cela dont nous allons d'abord parler dans cette table ronde avec les 6 pilotes qui vont vous présenter quelques-unes des mesures concrètes qu'ils proposent à la fin de cette partie sur justement cette méconnaissance. François Latour, peut-on toujours dire la même chose aujourd'hui? Est-ce que le manque d'information de la population est le grand responsable des problèmes rencontrés au quotidien par les malades et par leur entourage? Et est-ce par peur du regard et des réactions des autres que les patients ont souvent tendance à s'isoler? Tout ça en une fois. Je vais te parler, ça marche? Oui. Oui, effectivement, je crois, enfin, on s'est aperçu que c'est en effet la méconnaissance qui est à l'origine d'un bon nombre de problèmes que rencontrent les patients. Alors, ça conduit entre autres à l'isolement relationnel, mais ça donne beaucoup d'autres complications. D'une part, je crois que la méconnaissance de cette pathologie peut conduire à des réactions inadaptées, et que les personnes qui sont atteintes d'épilepsie ont peur de cela. On dit toujours, oui, il a peur de sortir parce qu'il a peur de faire une crise. Et effectivement, les personnes atteintes d'épilepsie ont tendance à s'isoler, à sortir assez peu. On voit des gens qui ne quittent pas leur appartement pendant plusieurs jours. Ils ont peur de faire une crise, mais ce n'est pas seulement qu'ils ont peur de se blesser ou de se retrouver à l'hôpital pour rien, et pour la journée entière en général, c'est aussi parce qu'ils ont peur des réactions de l'entourage. Et les réactions inadaptées, c'est très compliqué, c'est multiple, mais on en voit plein de témoignages. Par exemple, un enfant qui fait simplement une absence au fond de sa classe, en CM2, la petite Sarah, là, que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, eh bien, on avait jugé qu'elle était distraite, qu'elle était inattentive, qu'elle n'écoutait pas les cours. On lui a même fait faire une consultation ORL en pensant qu'elle entendait mal. Tout ça est connu, mais ça pose problème, parce que cette petite, elle s'est isolée au fond de sa classe petit à petit pour ne pas se faire gronder. Elle s'est fait de plus en plus discrète, alors qu'elle avait tout simplement des absences, c'est-à-dire des petites ruptures de contact qui durent 10 secondes, 30 secondes, mais quand elles se produisent 40 fois par jour, elle ne peut pas suivre le cours. Et ça, si la maîtresse ne connaît pas ce truc-là, elle passe à côté. Et c'est quand même dommage. Je vais prendre un autre exemple un peu plus tragique et plus mouvementé, qui est celui de Jean-Michel, qui va il y a quelque temps dans une discothèque. Ce garçon fait des crises complexes qui sont suivies souvent de troubles du comportement, d'agitation, de confusion. Il a été un peu pris pour je ne sais pas quoi, mais en tout cas malmené par les vigiles de la discothèque. Ça s'est terminé au commissariat de police. Voilà le genre de choses que peut provoquer la non-connaissance, pardon, la méconnaissance de cette pathologie. Donc on a des patients qui ont peur des crises et de la réaction inappropriée. Alors il y a aussi une chose qui a été dite déjà, c'est que l'épilepsie souffre d'une image extrêmement négative. Il y a encore des préjugés ancestraux, des croyances inimaginables. On a vu la petite Stéphanie qui nous a dit qu'elle s'était retrouvée un jour sur le trottoir après une crise et qu'une personne lui a dit « Vous, on devrait vous brûler ». Joli. C'est effrayant. Incroyable, ouais. incroyable. C'est un petit peu effrayant. Alors, les personnes qui ont une épilepsie souffrent de ce regard négatif et, comme vous le dites, elles tendent à s'isoler pour éviter de se confronter à ce regard qui tend à être péjoratif. Et en plus, ça crée chez elles une diminution importante de leur estime d'eux-mêmes. Et ça, c'est grave, parce que c'est quand même très compliqué par la suite de nouer des relations sociales normales. Et puis, il faut dire aussi que ce que l'on ne connaît pas bien déclenche la peur. Et la peur peut déclencher le rejet. Et ça, on assiste donc à une discrimination, c'est un fait connu que tout le monde a observé. Cette discrimination s'installe très tôt. Quand elle s'installe dans l'enfance, elle va créer de très grandes difficultés pour la socialisation plus tard. Ces enfants vont avoir des difficultés en grandissant à nouer des relations sociales normales, parce qu'ils n'auront pas appris comme il le faut. Je dirais qu'il y a avec l'épilepsie un problème d'acceptabilité sociale. Un certain nombre de grandes pathologies ont bénéficié de campagnes d'information nationales, importantes, étendues, on aura l'occasion d'en reparler. Le résultat, c'est que par exemple, un patient qui a une maladie de Parkinson ou une maladie d'Alzheimer, ça ne fait pas peur, personne ne les rejette. Donc on a expliqué au grand public qu'il s'agissait d'une maladie comme une autre. Il faut absolument qu'on arrive à considérer l'épilepsie comme une maladie comme une autre et que les patients qui en sont atteints ne souffrent pas de phénomènes surajoutés comme le rejet ou la discrimination. C'est très important. Il faut absolument qu'ils soient acceptés et respectés. Merci. Plus généralement, Gilles Guibert, j'aimerais savoir si le manque d'information des malades ou de la société limite... Pardon, j'aimerais savoir, excusez-moi. Si c'est le manque d'information des malades ou de la société qui limite le plus l'accès à l'activité physique et sportive.
Oui, bonjour Anne, bonjour à tous. En fait, c'est surtout la méconnaissance et les préjugés du grand public et des professionnels du secteur sportif, culturel ou artistique qui constituent autant de freins à l'activité physique qui leur sont pourtant disponibles et accessibles. Pourtant, le vrai frein, c'est les craintes, c'est les préjugés et c'est les craintes des personnes elles-mêmes. Lorsque François l'a dit, lorsqu'il y a une crise qui survient, on n'a pas envie des conséquences, on n'a pas envie du regard porté. Donc forcément, cette personne, François l'a très bien dit, l'isolement commence par là, on a peur de ce regard, et finalement, cette peur se traduit par « j'ai pas envie de voir ça, et donc je ne le fais pas ». Et il faut justement faire le contraire. On a une stratégie nationale du sport santé. On est justement ici aujourd'hui au ministère. Elle existe, il faut qu'on s'en serve. Et puis on a Axel qui est dans la salle, qui a justement publié récemment un référentiel de pratique adapté spécifique à l'épilepsie. Il faut qu'on puisse en faire la promotion et du coup faire que tout le monde puisse adapter son activité physique, adapter sa pratique aux différentes épilepsies, parce qu'on peut tous faire du sport, on peut tous avoir une activité physique, il faut juste l'adapter par rapport à son épilepsie. Merci. Est-ce que l'un de vous, je pense à Hélène par exemple, a un mot à rajouter, mais un mot assez court s'il vous plaît, parce qu'on a un temps qui est contraint. Je ne sais pas faire court. Eh bien, il va falloir apprendre. Deux phrases. Tout a déjà été dit. La méconnaissance engendre la peur engendre des situations inadaptées. Et nous tous, nous sommes écoutants, nous sommes bénévoles dans l'association. Donc, des témoignages, on en a des tonnes comme ça, des tonnes. Et c'est navrant. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment des maladies comme... loin de moi l'idée de confronter une association avec une autre ou une maladie avec une autre. Mais force est de constater quand même que Alzheimer, Parkinson, ils ont tous eu des plans nationaux. Pourquoi l'épilepsie est laissée de côté? Pourquoi on ne fait pas ce qu'il faut pour faire de grandes campagnes nationales d'information? C'est ce qu'il nous manque. C'est juste ça qui nous manque. Merci Hélène. Il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter un petit commentaire, juste encore en une minute, sur cette peur? Oui. Moi je rajouterais, oui, la méconnaissance du public, mais aussi la méconnaissance de certains professionnels. Il faut aussi qu'il y ait du travail aussi sur les professionnels pour qu'il y ait une meilleure connaissance de l'épilepsie, mais de tous les professionnels de santé aussi, quoi. Merci. Alors si on reprend le sujet par le début, donc tout commence par une première crise dans l'enfance ou ultérieurement et un diagnostic. Alors Hélène, je vous redonne la parole. Vous voyez, finalement, vous n'êtes vraiment pas brimée. Nous en avons déjà parlé en introduction. Pour vous, les soignants ne sont pas assez formés sur cette maladie, ni au diagnostic, ni au traitement, ni à la prise en charge globale des patients. Je sens qu'on ne va pas se faire que des amis. Je dirais que quand le diagnostic est posé, c'est déjà pas si mal. Et quand il est posé rapidement, c'est encore mieux. Tout se corse quand ça traîne et que les symptômes ne sont pas typiques, qui sont très atypiques. Des absences, tout le monde ne connaît pas les absences. Des crises partielles, alors là encore moins. Et quand on parle de formation des soignants, eh ben oui, vraiment, on va peut-être se faire quelques ennemis, mais les urgentistes, par exemple, sont tout à fait capables de juguler une crise tonico-clonique. Bon, ça, ils savent faire, il n'y a aucun souci. Je prends l'exemple de patients, et croyez-moi, c'est pas du tout rare, qui arrivent aux urgences parce qu'ils ont fait un état de mal. Alors un état de mal, je pense que Fabrice Bartholomé ou Norbert ne diront pas le contraire, c'est pas forcément une crise tonico-clonique qui dure. Ça peut être aussi des salves de crise partielle, avec une confusion totale, etc. Et quand ils arrivent aux urgences, accompagnés ou pas, mais ça ne correspond pas à ce qu'ils connaissent de l'épilepsie. Donc ils vont dire, mais non, mais c'est bon, vous avez un petit peu picolé hier soir, enfin voilà. Et ça n'est pas d'épilepsie, alors qu'eux le savent, ils sont traités, le diagnostic est fait. Enfin quand il est fait, et donc ils vont se faire sermonner, et bon voilà, là encore on a encore des tas de témoignages qui prouvent que la méconnaissance est bien ancrée, et encore une fois, il faut absolument former et informer tous les acteurs clés
de l'épilepsie. Les médecins, le médico-social, les urgentistes, et les urgentistes en première ligne, surtout. Je reprendrai quelque chose que j'ai souvent entendu, et perte de temps égale perte de chance. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Quand un patient soupçonne ou le médecin a détecté quelque chose qui ressemblait à d'épilepsie, allez voir un neurologue. Les délais sont tellement longs qu'on perd du temps. Il n'a pas de traitement, il peut se passer n'importe quoi, une crise au volant, enfin, ça peut être dramatique. Donc le dépistage, il faut qu'il se fasse le plus rapidement possible. Mais pour ça, il faut de la connaissance, il faut des formations. Et je sais très bien que les médecins généralistes, l'épilepsie, ça représente, je ne sais pas, à peu près entre 2 et 8 heures dans leur cursus. Donc peuvent pas connaître l'épilepsie, à part s'ils s'y intéressent un petit peu et s'ils ont des patients épileptiques. Mais il est vraiment urgent d'informer et de former pour que tout le monde ait les bons réflexes et les bonnes réactions menant au diagnostic. Je pense... Oui, Norbert voulait ajouter quelque chose. Il me regarde. Vous voulez ajouter un petit mot, Norbert ? Juste en redonnant la parole à Hélène, parce qu'elle n'a pas fini. Non, mais je confirme ce que disait Hélène, et on le ressent bien de façon quotidienne avec les appels de nos collègues et compagnie. Bon, tout en disant que tout ça aussi c'est important, mais ça passe aussi par l'EEG et l'importance aussi de l'EEG dans ces diagnostics-là. Hélène, et tu le sais bien, quoi. Ce qui est terrible, c'est de mettre en doute la parole du patient. Comment un soignant digne de ce nom peut mettre en doute une épilepsie alors que le diagnostic est avéré? On dit ah non, mais ça c'est pas de l'épilepsie, vous ne vous êtes pas mordu la langue, vous n'avez pas uriné, ça n'est pas une crise d'épilepsie. Je ne comprendrai jamais ce réflexe, cette connaissance ou cette méconnaissance qu'ils ont. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Bah oui, pour donc terminer. Le problème, c'est quand ils leur disent non, mais là, c'est qu'elle veut juste attirer l'attention. Moi, j'ai eu des témoignages comme ça où on dit non, mais c'est bon, là, c'est de la simulation. Elle attire l'attention, c'est bon, laissez-la de côté. C'est insupportable. Absolument. Anaïs, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, il y a un problème qui accentue les défauts de prise en charge, c'est les problèmes de mobilité. Puisqu'on a quelques centres de référence épilepsie en France pour les personnes extrêmement résistantes au traitement, dans des grandes villes. Mais moi, j'habite dans un département rural, c'est très peu accessible. Certaines personnes font des heures de train pour y accéder. Et pour accéder notamment aux traitements comme la chirurgie, qui nécessite beaucoup de consultations, c'est difficile d'accès. Ouais. Alors la mobilité est un vrai sujet dont on reparlera évidemment ultérieurement. Quelqu'un veut rajouter une phrase sur ce sujet? Non? Alors nous allons... Une phrase, allez. Christophe. Je dirais que ce qui vient d'être dit par Hélène et Anaïs, évidemment, est globalement le même problème. Et aujourd'hui, je pense aussi à beaucoup de neuropédiatres qui, en ce moment, sont confrontés à un choix. On a été alertés ces dernières semaines on va privilégier les bronchios. Et puis les patients épileptiques, écoutez, c'est pas grave, vous les verrez au mois d'avril. Et pendant ce temps-là, vous avez des enfants aujourd'hui qui sont dans des situations, on va dire, instables, parce que ce qu'oublient souvent les décideurs, c'est que pour les enfants, le traitement il doit être évolutif en fonction du poids, de la taille, et que si on voit le patient une fois tous les 2 ans ou les 1 an et demi, et qu'on recule les consultations, même pour un patient qui serait stabilisé, on va dire, ça pose encore problème. C'est-à-dire qu'on risque de créer des déstabilisations de patients et au mépris des autres. Et certains chefs de service de CHU m'ont alerté ces dernières semaines où on leur a dit « Mais vous inquiétez pas, l'épilepsie, ce n'est pas mortel. » Oui. Moi, pour la petite histoire, mon fils en est décédé il y a 1 an et demi, et donc oui, l'épilepsie est mortelle. Merci. Je voudrais juste ajouter un petit quelque chose. Pour finir là maintenant, parce que vraiment on va dépasser le timing.
En fait, juste, je voulais dire qu'on était parti des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont le mérite d'exister, qui sont parfaites, sauf que il y a un fossé entre la réalité et ce qu'elle préconise, et que donc c'est juste pas possible d'annoncer à un patient qu'il est épileptique en lui énonçant toutes les recommandations qui sont longues comme mon bras. Et encore. Et du coup, c'est juste imbuvable. Le patient n'entendra même pas, il est sidéré par l'annonce. Donc, lui annoncer 20 recommandations, ça n'est pas possible en l'état. Voilà. Merci. Alors, Marie-Céline, vous avez travaillé sur la scolarité. Donc, quel est globalement le niveau d'information et de formation des enseignants et de tous ceux qui s'occupent des enfants? Parce que la vie, évidemment, la maladie, a des conséquences très importantes sur la vie des élèves. Oui, merci pour cette question. Donc, actuellement, il n'existe pas de formation spécifique à l'épilepsie à destination des enseignants, mais je voudrais quand même souligner quelques repères essentiels au niveau des lois concernant l'école inclusive. Donc, depuis de nombreuses années, effectivement, l'accessibilité de l'école à tous les élèves ne cesse d'être rappelée. Je citerai très rapidement les lois 2013 sur la refondation de l'école et celle de 2019 pour une école de la confiance, qui affirme, je cite, que l'école inclusive doit s'adapter aux besoins de tous les élèves et aux besoins de chacun d'entre eux, et ce dans un environnement scolaire prenant en compte les spécificités de chaque parcours, et que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Donc ça me semble fondamental par rapport à tous les élèves qui présentent une épilepsie. Et dernièrement, la circulaire de la rentrée 2022, donc, qui est très récente, a rappelé, je cite, qu'il faut tout d'abord consolider une école pleinement inclusive où chaque élève, notamment les élèves en situation de handicap, a sa place, et qu'il faut continuer à faire en sorte que tous les élèves qui doivent être accueillis le soient, mais aussi que leurs conditions d'accueil, d'accompagnement, notamment pédagogique et d'apprentissage, permettent en toutes circonstances leur épanouissement et leur plein accomplissement. Donc je tenais à redire ces mots pour dire que justement pour pouvoir atteindre tous ces objectifs et permettre à tous les professionnels qui travaillent dans le milieu de l'enseignement, il faut qu'ils puissent accéder à des sensibilisations et à des formations qui expliquent ce que sont les épilepsies, parce que il faut le rappeler, il y a différents types de crises, différentes formes d'épilepsie, et en fonction de la forme et du type de crise, les aménagements et les adaptations pédagogiques ne vont pas être les mêmes. Les conséquences sur les apprentissages ne vont pas être les mêmes. Donc il faut absolument qu'en fonction du type d'épilepsie, les enseignants soient informés de ce qu'ils peuvent mettre en place. Donc ça peut être des aménagements en lien avec des troubles de la mémorisation, des troubles des fonctions praxiques, une lenteur à exécuter une tâche. Souvent, les enfants sont incompris parce qu'ils sont lents, ou il y a des formes aussi de crise dont les manifestations sont discrètes, voire invisibles. Donc si les enseignants ne sont pas formés, eh bien malheureusement ils ne peuvent pas adapter, et souvent les enfants peuvent entendre des paroles du type tu es dans la lune, tu ne fais pas d'efforts, une crise d'épilepsie, une absence par exemple peut être assimilée à un manque d'effort ou à un manque de volonté. Donc il faut absolument que tout ça cesse. Et donc il existe des projets qui mise en place par l'éducation nationale, notamment je dirais le PAP, qui est un plan d'accompagnement personnalisé qui concerne vraiment les adaptations et les aménagements pédagogiques. Et en fait, il s'agit vraiment d'expliquer comment, à travers ce projet, on peut aménager afin que l'enfant soit le mieux accueilli possible à l'école. Et je dirais que ça rejoint aussi ce qui est dit dans les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé concernant la prise en charge des enfants et des adultes avec épilepsie, à savoir qu'une meilleure inclusion passe par une meilleure information des co-acteurs du suivi, dont font partie bien sûr les médecins et les infirmières scolaires. On en parlera tout à l'heure par rapport au lien essentiel qu'il doit y avoir entre la médecine et la médecine scolaire. Et donc les co-acteurs du suivi sont aussi bien sûr tous les enseignants et tous les acteurs du monde éducatif et enseignants. Et cette connaissance permettra aussi de changer le regard sur l'élève avec épilepsie. Il faut savoir que l'impact psychologique, le regard de l'autre, ça a des conséquences vraiment importantes sur le bien-être de l'élève. Et un élève qui peut apprendre et un élève qui va bien, il doit être
acteur de sa scolarité, ça a été rappelé aussi dans les recommandations sur l'école inclusive de la Haute Autorité de Santé. Et pour qu'il soit acteur de sa scolarité, eh bien, il faut qu'il puisse profiter des aménagements et des adaptations vraiment adaptées à son épilepsie. Merci. Je crois que Gilles, vous vouliez ajouter un mot. Oui, effectivement, Anne. On a tous été à l'école. On sait tous ce qui se passe dans la cour de l'école. Et effectivement, ce que dit Marie-Céline sur le regard des autres, on s'imagine tous, et on a tous entendu pour d'autres sujets les problèmes de harcèlement, etc. sur les autres, mais vous savez, donc la peur que peut avoir la petite ou le petit qui est épileptique, qui le sait, et qui a peur d'en parler, qui a peur de ce qui va lui arriver. Et je voulais juste préciser que autant la formation des enseignants et du personnel est indispensable, autant l'information de la classe elle-même est très importante. Moi, j'ai une petite Alice qui a eu la volonté et le courage en CM2 de faire un exposé devant sa classe pour leur expliquer tout simplement ce qui lui arrivait. Elle fait des absences. Forcément, c'est invisible. Forcément, lorsque l'enseignant lui donnait les consignes, une fois sur deux, elle les entendait pas et du coup, elle faisait pas le travail. Mais c'est pas parce qu'elle n'était pas capable, c'est juste qu'elle n'avait pas entendu la consigne puisqu'elle faisait à ce moment-là une absence. Donc effectivement, c'est très important, au-delà encore une fois de la formation, de la personnalisation de cet accompagnement. Et nous, Association de Patients, on est là aussi pour ça, pour aider les parents justement dans cet accompagnement. Merci. Norbert, alors, un mot, hein, mais un vrai mot. Je vais rajouter un mot parce que souvent on parle des éléments négatifs, mais le premier sommet a permis quand même qu'on puisse faire un PAI, un projet d'accueil individualisé, de façon unique et nationale sur l'épilepsie. Hein. Donc maintenant, il est national, recommandé par l'éducation nationale. Et donc, il y a un papier unique. Ça a été une avancée du premier sommet national. Donc, je vous rappelle que le PAI, c'est vraiment un partenariat entre l'école, la famille et le patient. Et ça permet derrière de parler de la maladie. Donc, ça a vraiment été un élément positif du premier sommet. Merci. Alors on va passer maintenant à la question de l'emploi avec vous, Magali. Donc dans le milieu professionnel, l'information passe-t-elle mieux qu'à l'école? J'imagine que le niveau d'information des collègues de travail est le même que celui de la population générale, mais est-ce qu'on peut être plus optimiste avec les encadrants et la médecine du travail? Je ne vais pas être très optimiste, même si je suis plutôt optimiste habituellement, mais là, ça va être un peu compliqué. D'abord, la personne épileptique, lorsqu'elle arrive dans son emploi, elle ne va pas forcément dire son épilepsie de par ce qu'elle a pu vivre dans son milieu scolaire, ses réticences et un vécu qui est plutôt négatif. Donc les collègues vont se retrouver dans le même niveau d'information que la population générale. Les employeurs, il ne faut pas oublier qu'ils font partie aussi de cette population générale et leur niveau de connaissance est également identique. Alors quand on va porter à leur information le fait qu'une personne est épileptique, ils vont réduire leur champ d'action possible à une éventuelle apparition de crise et ils vont mettre en avant leur incapacité à agir. Je dis bien incapacité. Après, donc si déjà ils arrivent à ce niveau-là, ça va être compliqué pour eux de prendre en compte le retentissement que peut avoir l'épilepsie dans l'employabilité de la personne face à eux. Donc, ils ne vont pas savoir prendre en compte les conséquences de la fatigue, de la lenteur liée à la maladie, mais également tous les troubles neurocognitifs qu'il va y avoir avec, les troubles de la mémoire, les troubles de concentration, les troubles d'organisation de la personne, qui vont engendrer des difficultés qu'il faudrait prendre en compte pour pouvoir adapter le poste de la personne pour qu'il puisse être employable correctement. On parle là, maintenant je parle d'adaptation. Dans l'adaptation, il y a normalement l'intervention du médecin du travail. Parlons des médecins du travail. C'est des gens volontaires. Sauf que souvent, dans leur prise en compte de l'épilepsie, qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent souvent à un premier niveau de connaissance. Ils vont s'arrêter à leurs a priori, ils ne vont pas forcément contacter le neurologue qui suit la personne qu'ils ont en face d'eux, et ce qui fait qu'ils ne vont pas prendre en compte la spécificité de l'individu qu'ils ont en face d'eux avec l'épilepsie spécifique, parce qu'on a autant d'épilepsie qu'on a d'individus. Donc les mesures ne vont pas forcément être adaptées, la personne va se retrouver dans une adaptation qui ne correspond pas, et il va y avoir toutes les conséquences qu'on connaît.
c'est trop long, je vais essayer de réduire mon temps. Le médecin du travail, il intervient aussi lorsqu'une personne est en poste et puis soudain, l'épilepsie surgit dans sa vie. Cette personne-là, c'est un tsunami aussi dans sa vie. Et elle se retrouve aussi, comme la population générale, avec le même niveau d'information. Elle n'a pas d'information sur ses droits, elle n'a pas d'information sur les aides d'accompagnement, sur l'employabilité. Et donc elle se retrouve au même niveau qu'un jeune qui va être dans une période de réflexion sur sa carrière professionnelle, sur son orientation. Et dans l'orientation, il faut aussi en prendre compte des conséquences de l'épilepsie propre. Tout ça, ça crée des situations difficiles. Le système lui-même, pour accompagner les personnes épileptiques, est déficient. Alors quand je parle du système, c'est les conseillers d'orientation, c'est Cap Emploi, c'est Pôle Emploi, c'est MDPH, et j'en oublie d'autres. Pourquoi ? Parce que tout à fait pareil, ils ne sont pas dans la compréhension de l'épilepsie spécifique à l'individu qui sont en face d'eux. Ce qui fait quoi ? Ça crée des mises en invalidité de personnes qui pourraient potentiellement travailler si leur poste était très bien adapté. Ça fait que l'on met des personnes à l'écart de la société, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans la société française, le premier statut que l'on a passe par notre travail. La première estime que l'on a dans la société passe par l'emploi. Donc, en parallèle, là, on est dans le milieu ordinaire, donc on peut se dire, dans le travail, milieu adapté, ça va se passer un peu mieux. Je vais pas être, je suis optimiste, mais de nature, mais là, j'ai du mal à l'être aussi, parce que souvent, la réponse, c'est, oui, effectivement, il est épileptique, mais pour pouvoir accéder au milieu du travail adapté, pour nous, non, il n'est pas suffisamment handicapé. Et puis, il y a aussi les structures qui vont nous répondre. Et ça, je l'ai entendu de la part de certains de mes adhérents, des personnes que je suis, répondre à demi-mot qu'en fait, ils ne savent pas s'y adapter. Merci. Un petit mot, François ? Oui, très rapidement, parce qu'on parle de l'emploi, mais c'est peut-être pas inintéressant de dire un très court mot du non-emploi. Je pense que c'est important de signaler quand même que chez la population des personnes qui ont une épilepsie, le taux de chômage est le double de celui de la population française en général. Donc c'est non négligeable et ça mérite réflexion. Le deuxième point, je voudrais revenir juste un instant sur ce que vient de dire Magali en pointant le problème des ESAT, ces établissements d'aide au travail, les CAT autrefois. Il y a 3 ESAT spécialisés en France sur l'épilepsie, à ma connaissance, celui de la TEP, celui du Val à Mortagne-au-Perche et celui de Léopold-Bellan en région parisienne. Ça ne fait pas beaucoup quand même. Et le problème est que la plupart des gens qui ont une épilepsie et une orientation MDPH vers un ESAT, ce qui est quand même mieux qu'un non-emploi ou un foyer occupationnel ou que sais-je, ils arrivent dans un ESAT où très souvent les personnels ne sont pas du tout informés de ce qui se passe, ne savent pas prendre en charge une crise d'épilepsie. Et même, j'ai vu des gens se faire éliminer, se faire rejeter, refuser d'un ESAT après une première crise qui avait posé des problèmes, l'encadrement prend peur, etc. Ils ne sont pas du tout au courant. Donc là, il y a quand même un énorme problème aussi d'information dans les ESAT, mis à part, bien sûr, les ESAT spécialisés. Christophe, vous voulez rajouter un petit mot ou on passe au... Je vais faire très court. Je vais essayer. Je vais juste un appel téléphonique que j'ai eu il y a 2 ans, 3 ans, d'une institutrice pour essayer de situer que le problème n'est pas seulement dans le privé, dans l'emploi privé, mais dans le public aussi, on a des soucis. Une institutrice qui avait découvert courant l'été, elle a fait plusieurs crises successives. Et on sait que dans le cadre des emplois réglementés ou adaptés, on va dire, pour les personnes épileptiques, on ne peut pas être en responsabilité d'une personne tierce. Et donc, après 2 crises à la rentrée scolaire, l'éducation nationale lui indique que, écoutez, vous allez rester chez vous. Oui, mais je suis encore capable de travailler, vous savez, je peux enseigner, on ne peut pas trouver une autre solution. Ah ben non, vous ne pouvez pas. Déjà, estimez-vous heureux, vous allez avoir une rente quotidienne pour votre handicap, parce qu'on ne pouvait plus travailler de toute façon, on ne peut pas vous laisser une classe
Et cette dame m'a appelé en pleurs en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne sais pas faire quoi d'autre. » Et ma vie, je l'ai dédiée à la scolarité d'enfants de CE2, CE1. Elle a toujours été en combat, parce que l'éducation a très bien pu lui proposer un poste administratif, ou même en collège ou en lycée, puisque c'est juste une réévaluation. Et ça, ces process-là ne sont pas prévus, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pont qui réagit, alors que la personne, elle est valide, elle est capable de travailler, elle est capable d'enseigner. C'est sûr que pour les petits-enfants, je peux comprendre qu'on se dit, elle ne peut pas mettre ses enfants en sécurité. Ok, mais dans ces cas-là, on lui propose quoi? Pour finir, nous allons parler de la mobilité avec vous, Anaïs. Donc, se déplacer, évidemment, c'est pouvoir se rendre à son travail, avoir une vie sociale et même tout simplement aller faire ses courses. Le personnel des transports en commun est-il sensibilisé à cette maladie? J'ai vu qu'on avait déjà répondu un peu par la négative. Et à ce qu'il faut faire en cas de besoin, et l'accès au transport est-il adapté? Alors d'abord, pour l'information, le personnel des transports en commun, comme le reste de la population, est très peu informé, parce que on connaît, pareil, il connaît la crise généralisée convulsive, où on tombe par terre, où on convulse, mais très peu les autres types de crises d'épilepsie, comme les crises partielles. Moi, je fais des malaises qui ressemblent à des malaises où je perds connaissance, et on ne se rend pas compte que c'est une crise d'épilepsie, donc on a tendance à appeler les pompiers tout de suite, alors que ce n'est pas forcément nécessaire dans ce cas-là. L'accès au transport est peu adapté, parce que déjà, dans certains cas, les patients, enfin les malades sont exclus des transports en commun parce qu'ils font peur. Donc ça, c'est quand même pas normal. Et ce que je veux dire aussi, c'est que la méconnaissance et la peur aussi, elle est du côté des patients. Bien sûr. Parce qu'ils connaissent peu leurs droits. Ils sont submergés par la honte et ils se demandent pourquoi ça tombe sur eux, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont du mal à connaître leurs droits et quelles aides ils peuvent demander, notamment pour les transports. Et puis, il y a la difficulté aussi des inégalités territoriales. Selon l'endroit où on habite, quand on est en zone rurale, là, on a des témoignages dans le livre blanc de personnes qui disent qu'ils doivent déménager pour essayer d'avoir accès aux transports en commun. Donc il y a des initiatives d'aide comme le transport solidaire, des petites initiatives à droite à gauche, mais qui sont très inégalitaires. Il n'y a pas de maillage sur le territoire, sur l'ensemble du territoire? Non, très peu, non. Donc il y a une discrimination aussi sur la zone géographique, sur le domicile. Et puis, concernant les patients, quand ils peuvent éventuellement demander leurs droits, c'est vertigineux en fait, parce que on ne sait pas si on va s'en sortir dans 6 mois ou dans 10 ans grâce à un traitement, donc on n'ose pas, on repousse, on essaye d'espérer un traitement efficace et on se dit je vais pas quand même demander la RQTH ou une aide de la GFIP pour ça, je vais essayer de m'en sortir sans ça. Donc il y a un retard des patients à demander des aides pour les transports. Pour les transports, oui, ouais. Parce que la grosse difficulté entre la mobilité et l'épilepsie, ce qui est au cœur de tout ça, c'est l'accès à l'emploi. Quand on passe à l'âge adulte, la première chose qu'on fait, c'est passer son permis de conduire. Et quand on doit revenir en arrière, c'est très compliqué. On se sent coupable, on se sent comme un enfant qui doit dépendre de ses parents, de son entourage. François, vous vouliez ajouter quelque chose ? Justement, sur la dernière phrase que vient de dire Anaïs, la personne va dépendre de ses parents, etc. Voilà un problème qui est sérieux. La plupart des personnes qui ne peuvent pas conduire à cause d'une épilepsie vont en effet demander aux voisins, au papa, à la maman, au grand frère, etc., de les emmener faire les courses, de les emmener chez le coiffeur, de faire ceci ou cela. Et les gens le font volontiers, et heureusement. Mais ça crée un sentiment de dépendance, ça crée un sentiment de culpabilité. Vous ne pouvez plus à 45 ans demander à votre papa de vous emmener chez le coiffeur, c'est pas possible. Il y a quand même un problème sérieux là, ça crée un sentiment de culpabilité, c'est une grande souffrance et beaucoup de patients nous le disent. Quant aux aides dont parlait aussi Anaïs, on a soulevé un petit peu, et on y reviendra un petit peu plus tard, le problème de la carte mobilité inclusion. Vous savez que quelqu'un qui a un handicap
peut solliciter de la MDPH l'attribution d'une carte mobilité inclusion qui lui donne droit à un certain nombre de transports publics gratuits dans la plupart des villes, dans toutes les villes d'ailleurs. C'est bien, sauf que cette carte mobilité inclusion, quand elle comporte la mention invalidité qui vous permet d'avoir les transports gratuits, elle n'est attribuée que si la MDPH vous a donné d'abord préalablement un taux de handicap de 80%. Et évidemment, la très grande majorité des gens qui ont une épilepsie seulement, et heureusement pour eux, n'ont pas un taux de validité de 80%. Ils sont chiffrés à 40, 50 maximum. C'est très très rare, à moins qu'ils aient d'énormes pathologies supplémentaires. Autrement dit, quelqu'un qui, à cause de son épilepsie, ne peut pas conduire, ne peut pas bénéficier de cette carte mobilité inclusion, il n'a pas les avantages que ça peut le conférer. Donc ça, c'est quand même très dommage. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Ça fait partie de propositions concrètes. Merci. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, ça va être de demander aux six pilotes des 6 groupes de travail de nous présenter les principaux points sur lesquels ils sont arrivés. Avant, je vais donner la parole à Christophe parce qu'il voudrait dire quelques mots sur les projets de la Haute Autorité de Santé dans le contexte du parcours de soins. Oui. Et donc après, merci aux 6 pilotes de bien avoir en tête les 5 points précis et si on peut gagner un petit peu de temps, ça serait formidable. Oui, tout à fait. La Haute Autorité de Santé s'est emparée du parcours de soins cette année pour préciser et détailler un petit peu plus ce qui avait été ce qu'on appelle les reconnaissances, les recos en fait, les recommandations pardon, qui étaient parues il y a 3-4 ans. Je sais qu'il y a certains experts ici qui font partie des mêmes groupes que moi de travail. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque ces informations vont être publiées dans quelques semaines, mais sachez que par rapport aux recommandations qui ont été publiées, il va y avoir des évolutions significatives sur les précisions sur le parcours de soins des patients enfants et adultes, qu'il faut reconnaître que la Haute Autorité de Santé a réuni à peu près tout ce qui existe autour de l'épilepsie, tous les acteurs, c'est-à-dire des professeurs, des spécialistes, et tout ce qui est accompagnant. Il y a eu du médico-social, des infirmières, des psychologues, et on a une réflexion globale avec une animation plutôt cohérente. Et une grille beaucoup plus précise. Donc j'espère qu'elle permettra de faire évoluer les choses. Et dans le second temps, va démarrer, donc c'est début décembre ou début janvier, je me souviens plus, toujours avec la Haute Autorité de Santé, avec certains volontaires de ces groupes de travail, un organigramme, on va dire, de contrôle du parcours de soins pour pouvoir évaluer si ce qui va être présenté là est en fait efficace et y voir les peut-être des ajustements d'ici 1 an ou 2 ans au fur et à mesure. Donc les choses vont évoluer, pas assez vite à notre goût, et rappeler que quand même on a un certain nombre de patients qui restent des années en errance de diagnostic, et ça c'est la première chose, et un maillage territorial qui est difficile. Tout à l'heure, je ne sais plus quelle personne faisait référence au centre de référence en épilepsie rare, mais si vous prenez la carte à l'heure actuelle aujourd'hui, dans les centres constitutifs, vous coupez la carte en deux. Ben, à l'est de la France, vous avez beaucoup de centres. À l'ouest, vous avez que des centres de référence juste pour adultes ou juste pour enfants. Ça devrait évoluer dans les mois à venir, mais c'est en cours. Mais on avait quand même une partie du territoire qui était complètement à l'abandon, et c'était compliqué pour les patients. Il fallait aller à Paris, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg ou Lille. Mais si vous étiez, je dirais, à Nantes, c'était plus compliqué. Merci. Alors donc, je vais demander un exercice sans filet à nos 6 intervenants, en vous précisant qu'il y aura une session de questions-réponses à la fin de la seconde table ronde de la matinée. Donc là, Hélène, en quelques mots, je pèse mes mots, en quelques mots, pouvez-vous nous faire part des principales mesures concrètes mises en avant par votre groupe de travail? Quelques mots, c'est pas possible. Bon, alors, si je dois faire vite, en fait, il faut qu'on favorise le plus rapidement possible le dépistage dès les premiers signes de l'épilepsie. Et donc, si je rappelle les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est simple. C'est crise aux urgences ou suspicion de crise. C'est un EEG dans les 48 heures. C'est un rendez-vous chez un neurologue, spécialisé ou pas, enfin, en tout cas, un neurologue dans les 15 jours qui suivent la crise. Et de mémoire, une IRM dans le mois.
dans le mois qui suit. Bon, là, on est parti de ces recommandations-là, on a interrogé, on est quand même loin du compte. Voilà, donc là, il faut que ça s'améliore, mais je ne vois pas comment, avec le nombre restreint de neurologues et de neurologues spécialisés, on pourrait aller plus vite. Bon, voilà. En tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est favoriser le dépistage dès les premiers signes d'épilepsie. Ensuite, toujours par rapport aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une liste très très longue de choses que le neurologue doit lister ou expliquer aux patients. Encore une fois, c'est pas possible. Il doit aborder des thèmes comme la conduite, comme les traitements surtout et le respect des traitements, les effets secondaires, donc la conduite, je l'ai dit, le travail. Enfin bon, c'est juste impossible. Le patient, il est sidéré. Il a juste pris en pleine figure qu'il était épileptique, un truc qu'il soupçonnait pas. Comment voulez-vous qu'il intègre tout le reste? Donc, pour nous, il faut absolument qu'il y ait un encadrement dans l'accompagnement de l'annonce. Et donc, ça passe probablement par des moyens supplémentaires d'écoute. Voilà. Coordonner une prise en charge médicale conjointe. Ça, c'est hyper important. Ça vous paraît certainement logique qu'un neurologue, épileptologue et un médecin généraliste ou un pédiatre puissent être raccord, mais ça ne se fait pas forcément automatiquement. Et ça devrait être instauré. Il faut absolument que ça passe par là. C'est pas possible autrement. Permettre un accès à une équipe médicale référente en situation d'urgence. Beaucoup, dans les témoignages et dans le questionnaire qu'on a fait remplir, beaucoup nous disent mais moi je me suis retrouvée à faire une crise et on m'a pas cru et donc j'ai pas d'interlocuteur. Globalement, quand même, ils font confiance. Alors vraiment, c'est ce qui est ressorti. Ils font confiance à leur neurologue, à leurs soignants. Ce qui leur manque, c'est une écoute ou un numéro d'urgence. Parce que peut-être que leurs crises ont changé, il y a eu des choses qui se sont passées, ils sont un peu perdus et aux urgences, ils n'ont pas été soignés comme il faut. Donc il faut qu'il y ait probablement un encadrement spécifique et permettre peut-être un accès plus facile entre le patient et le neurologue ou l'équipe en tout cas. Nous, on demande à favoriser la téléconsultation quand c'est possible, bien sûr, hein, pas pour faire un diagnostic, mais pour entretenir un petit peu. Et puis, on prône vraiment moi, le nouveau métier que j'ai découvert en faisant ce travail, c'est les infirmiers ou les infirmières en pratique avancée. Alors, c'est vraiment des infirmières qui sont formées spécifiquement, je ne crois pas dire de bêtises, hein, dans la discipline, voilà. Et donc, elles font un travail extraordinaire. Et comme elles sont spécialisées, il en faudrait dans tous les services de référence, voilà. Donc ce serait bien qu'on ait des infirmières et qui secondent un petit peu ou qui accompagnent le patient en tout cas. Et surtout prendre en compte la parole du patient, quoi. Voilà, c'est impossible qu'on ne fasse pas confiance à un patient qui arrive aux urgences et qui dit je suis épileptique. Non, vous n'êtes pas épileptique, c'est pas possible. Ce que j'ai vu, ça ressemble pas à d'épilepsie. Ça suffit. Là, c'est juste impossible. Il faut faire confiance parce que comment voulez-vous qu'un patient puisse faire confiance aux soignants si, à son tour, il ne ressent pas cette confiance-là. Voilà, j'ai été très très vite. Extrêmement rapide, vous êtes formidable, Hélène. Ah oui, applaudissez-la, elle le mérite vraiment. Je sais que je demande l'impossible, mais je suis là aussi pour le coucou suisse. Donc, concernant la scolarité, Marie-Céline, quelles sont les mesures que vous proposez? Alors en fait, au niveau de la scolarité, il faut vraiment axer sur la formation et la sensibilisation des enseignants. Hein. Ce qui est vraiment très important, ce sur quoi j'insiste, c'est l'accessibilité des apprentissages en fait, qui devrait pouvoir bénéficier à chaque élève avec épilepsie, quel que soit le niveau scolaire
voilà, son niveau scolaire. Donc en fait, déjà, on a pensé que s'il y avait une fiche de liaison qui permettait d'établir un lien régulier et pérenne avec les neurologues ou les neuropédiatres qui suivent l'enfant, voilà, qu'il y a un lien plus direct entre la médecine libérale ou en hôpital et la médecine scolaire, ça permettrait de transmettre les informations de façon plus efficace et plus rapide, et cela permettrait de pouvoir mettre en place tous les projets qui existent, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le PAI, projet d'accueil individualisé, le PAP, le PPS, etc., qui sont vraiment des outils qui servent à l'enseignant. Et donc avoir ces informations permettrait, de façon plus fluide, permettrait d'agir plus rapidement. Et donc ça permet aussi de sensibiliser à l'épilepsie les enseignants qui ont en charge les élèves dans leur classe. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'effectivement il y ait des modules de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants. Voilà, il y a des plans académiques de formation, donc on souhaiterait qu'il y ait au moins une heure consacrée à l'épilepsie, aux épilepsies, et surtout à leurs diverses conséquences et répercussions sur les apprentissages, pour répondre vraiment au plus près aux besoins de chaque élève. On a pensé également, pourquoi pas construire un MOOC, qui donc sont des cours en ligne libre d'accès, qui permettraient aussi aux enseignants de se former d'une autre façon, voilà, pour quelque chose qui soit un peu aussi interactif. Et puis toutes ces informations, toutes ces sensibilisations permettraient aux personnes qui travaillent dans les CESAD, hein, donc les services d'éducation spécialisés de soins à domicile. Donc en fait, ce sont des équipes de professionnels qui se déplacent souvent dans les écoles, hein, le domicile étant souvent l'école. Voilà, que les professionnels dans les CESAD et les professionnels aussi qui font partie des équipes mobiles d'appui à la scolarisation puissent vraiment apporter des informations pertinentes sur comment adapter au mieux pour l'élève, afin qu'il puisse vivre la scolarité la plus ordinaire possible, hein, puisque l'école inclusive, voilà, en théorie, c'est les élèves dans les classes ordinaires. Donc il y a trop encore d'élèves aujourd'hui qui ne bénéficient pas des adaptations et qu'on envoie trop rapidement vers une structure spécialisée, alors qu'en réalité, avec des aménagements et des adaptations, l'enfant pourrait tout à fait suivre dans une classe ordinaire. Donc c'est vraiment voilà, notre cheval de bataille, je dirais. Donc vraiment la sensibilisation et l'information à travers différents outils, voilà, qu'on souhaite aussi construire au sein de l'association, au service des enseignants et de tous ceux qui accompagnent l'enfant, hein, oui, également les AESH, etc. Enfin, c'est pas tout le monde, mais toute la communauté enseignante. Voilà. Merci. Même question, Magali. Je vais faire vite. Alors, pour aider les personnes épileptiques, 2 axes. Un, vers les personnes épileptiques, un, vers les acteurs de l'emploi. Le premier axe, c'est d'abord informer les personnes épileptiques sur les dispositifs d'aide de l'emploi, de la recherche, pour qu'ils restent acteurs de leur propre devenir et de leur propre vie, en créant un outil qui reprend les possibilités pour eux, les métiers interdits, parce que c'est important aussi de les informer là-dessus, les métiers contre-indiqués, et puis les structures accompagnantes. Ça, c'est le premier point pour les personnes épileptiques. La deuxième chose, ça serait intégrer le thème emploi dans les programmes d'éducation thérapeutique. C'est essentiel parce que c'est un lieu d'échange où on s'enrichit de l'expérience de l'autre et où on peut aussi travailler sur sa propre estime de soi, qui est quand même souvent très malmenée dans le monde de l'emploi. La personne épileptique, elle évolue dans un paysage, dans un environnement du secteur de l'emploi. Donc elle se retrouve face aux acteurs de l'emploi. Ces personnes-là, il faut les sensibiliser, les informer, les former. Ça devient vraiment urgent pour qu'on puisse contrer toutes les dérives et les discriminations qu'il peut y avoir dans le monde de l'emploi. Et puis, il faut développer également quelque chose qui existe dans une dizaine de villes, qui est les consultations emploi et travail. C'est un outil qui a fait ses preuves, qui est efficace, qui fonctionne très bien, parce qu'il met en corrélation l'état de santé de la personne avec les attendus du poste. Donc, c'est la base pour qu'on puisse adapter correctement et intégrer les personnes dans l'emploi. Dans tout ça, c'est super, mais
il y a une chose, c'est qu'il faut aussi changer, je dirais, le paysage. On est dans un pays d'égalité, et si on veut qu'il y ait l'égalité sur tout le territoire, il faut absolument qu'on uniformise les critères, excusez-moi, je cherchais le mot, le critère d'éligibilité aux AGFIP. On ne peut pas passer outre. Et puis, il faudra également que partout en France soit possible d'utiliser la grille d'employabilité qui a été mise en place dans l'Isère, qui est une grille qui permet de pouvoir, qui fait un inventaire de toutes les capacités de la personne, de tous ses freins, mais aussi de ses capacités, et qui permet de pouvoir être un point de départ pour un projet professionnel. Vous êtes formidable. Le temps est formidablement respecté. Je continue toujours rapidement. Anaïs, quelles sont les mesures concrètes que vous proposez pour la mobilité ? Alors la première mesure qui serait prioritaire, ce serait de désolidariser le taux d'incapacité du handicap de l'attribution des tarifs handicapés dans les transports en commun. Parce que l'épilepsie est un handicap invisible bien souvent. Et il est difficile de faire reconnaître l'incapacité qui est liée au problème. Et puis ça dépend des MDPH, puisque les MDPH dépendent des conseils départementaux. Donc les délais sont inégaux. Et comme le disait François tout à l'heure, on a la carte mobilité inclusion au-delà de 80% du handicap. Et bien souvent, les épileptiques ont un taux inférieur. Moi, je suis tout à fait capable de marcher, je suis autonome, mais je n'ai pas le permis de conduire et il faut bien avoir accès au transport en commun. En complément, on a regardé ce qui se faisait à l'étranger, et notamment au Royaume-Uni, on a accès à des tarifs réduits à partir du moment où on est privé du permis de conduire. Donc ça, ce serait intéressant pour les personnes qui n'osent pas aller jusqu'à la RQTH, qui ont peur d'être cataloguées, étiquetées, handicapées. On aurait simplement un certificat d'inaptitude à la conduite à présenter. Ensuite, on voudrait harmoniser et généraliser à tout le territoire les alternatives à la voiture. Donc avoir accès aux plateformes de mobilité, de transport solidaire, de covoiturage. Ensuite, sensibiliser, on y revient dans tous les thèmes, hein, les opérateurs de transport et les professionnels donc aux spécificités de l'épilepsie et aux gestes à savoir faire en cas de crise. Et puis je laisse la parole à François pour la dernière proposition. Parce que c'est une proposition commune à vous deux, donc François, c'est isolement et liens sociaux. Non, oui, bien sûr, mais là, Anaïs faisait allusion au problème de la PCH, pardon, sur la... D'accord, alors on reviendra à vous après, d'accord. Voilà, voilà, il se trouve qu'on a travaillé ensemble, bon, on a un peu travaillé tous ensemble, même oui, avec mais beaucoup de gens même qui ne sont pas sur scène. Hein. Enfin, oui, la dernière proposition, c'est d'étendre la prestation de compensation du handicap, la PCH, pour compenser le surcoût des transports dû au handicap et permettre aux personnes avec épilepsie sévère d'être accompagnées. C'est surtout l'histoire de l'accompagnement, moi, qui m'intéresse. On a un certain nombre de personnes qui font des crises d'épilepsie fréquentes et qui se trouvent devant la difficulté de ne pas pouvoir rentrer chez eux, par exemple. Ils ont fait une crise à Carrefour, les courses sont par terre, et comment on fait maintenant ? Ils sont perdus, ils se sont trompés de chemin en rentrant chez eux, ils sont confus dans la rue, etc. Ça, ces personnes-là mériteraient simplement d'être accompagnées. C'est pas très compliqué. Alors actuellement, c'est souvent un membre de la famille. Il y a un accompagnement institutionnel, enfin ça existe, qui est la PCH, avec une demande d'aide humaine, d'accompagnement au transport. Alors on peut solliciter effectivement au niveau de la MDPH une aide humaine avec aide type d'accompagnement pour des transports. Le plus souvent, malheureusement, c'est limité aux transports qui sont en rapport avec les démarches administratives liées au handicap, etc. Bon, ça peut s'étendre un peu, il y a des dérogations à cela. Il y a eu un guide pratique qui a été publié, un guide d'appui il y a 2 ou 3 ans, qui était remarquablement bien fait avec des tas de recommandations. Mais la plus grosse difficulté, c'est un petit peu la même que pour la carte mobilité inclusion, c'est que pour solliciter une aide humaine au titre de la PCH, il faut déjà être éligible préalablement à la PCH. Et pour être éligible à la PCH, il faut avoir soit une déficience totale d'une des 19 de la liste, soit 2 déficiences sévères dans cette même liste. Et la plupart d'entre nous, la plupart des personnes qui ont une épilepsie, n'ont pas ces déficiences et donc ne sont pas éligibles à la PCH. Elles sont rejetées
à la case départ. Donc la sollicitation de l'aide humaine pour l'aide au transport, ça ne marche pas chez la plupart des gens qui ont une épilepsie qui n'est pas trop grave ou qui n'a pas de déficit associé majeur. Merci beaucoup. Nous allons aborder maintenant le... Vous avez fini, Anaïs? C'était le dernier point. Oui, c'était le dernier point. Alors, l'activité physique et sportive, hein. Gilles? Oui, effectivement. Alors, le premier des points, là aussi en deux axes, forcément, la sensibilisation. Sensibilisation déjà vis-à-vis des personnes épileptiques elles-mêmes, puisqu'on a dit que l'activité physique et sportive est bénéfique pour la santé, est bénéfique pour tous. Le sport est bénéfique pour tous. Pour autant, il faut en faire. Donc, on a une stratégie nationale de sport santé. Il faut s'en servir pour justement pouvoir communiquer auprès des personnes. Et finalement, quelque part, ce sommet est là aussi pour ça. Vis-à-vis des professionnels du sport et de la santé, on a la chance cette année d'avoir la publication à l'issue d'un formidable travail collégial d'acteurs spécialisés, neurologues, professeurs, etc., sous la houlette d'Axel Lyon qui est là et que je remercie parce qu'il est là dans la salle. Ils ont fait donc une publication sur les référentiels d'activité physique adaptée spécifiques à l'épilepsie. Donc il faut que ce livre, ce recueil, soit vraiment connu de tous les professionnels. C'est vraiment le point important, la connaissance. Il y a des références à ce livre sur le site de votre association, Christophe? Oui, absolument, il est normalement alors ça va. Sur le site. Tout à fait. Le deuxième point, c'est bien sûr intégrer, on parlait d'activité physique, maintenant j'ai parlé de sport. Christophe l'a dit tout à l'heure, on a deux grandes associations qui gèrent le handicap en France, hein, sur le sport. C'est la Fédération française de handisport, mais là il faut avoir un membre en moins ou une faculté en moins. Et puis on a la Fédération française de sport adapté, et là il s'adresse uniquement aux personnes malades mentales et psychiques. Et du coup, l'épilepsie n'est ni une perte de membre sensoriel, ni une maladie mentale. Il faut donc qu'on puisse intégrer, que la Fédération française de sport adapté puisse changer quelque part ses critères d'éligibilité et qu'on puisse intégrer les maladies neurologiques, dont l'épilepsie, dans l'accès pour qu'on puisse en fait avoir accès au club sportif, si on veut pouvoir faire une activité un peu plus performante. Le troisième point, c'est, on en a aussi parlé tout à l'heure, lorsqu'on est dans un institut, lorsqu'on est dans un établissement spécialisé, on aimerait bien proposer de l'activité physique, hein, à tous les résidents. Pourtant, on manque de personnel encadrant spécialisé, formé dans l'activité physique adaptée. Donc là, notre troisième proposition, c'était justement augmenter et faciliter le recrutement des personnels formés et diplômés en APA. Quatrième point, si on dit que le sport santé est bénéfique pour tous, alors il faut bien sûr déplafonner l'âge du bénéficiaire du passeport. Le passeport existe. Pour autant, il est limité. Alors avant, il était jusqu'aux mineurs. Depuis 2 ans, il est accessible aux majeurs, mais jusqu'à 30 ans. Alors à 30 ans, on n'a plus le droit de faire du sport. À 30 ans, on arrête. On arrête. Ah ouais. Donc non, il faut déplafonner l'âge des bénéficiaires du passeport. Dernier point, obtenir la prise en charge par l'assurance maladie du sport sur ordonnance. Le sport sur ordonnance existe. Mais finalement, c'est quoi? C'est le médecin généraliste qui va vous faire une ordonnance, qui vous dit « Allez, vous pouvez faire du sport. » Ah oui, mais justement... Et alors, la prise en charge? Donc là, non. Donc il faut vraiment obtenir cette prise en charge. Parfait, je vous remercie. Le dernier point donc concerne l'isolement et les liens sociaux. François, vous avez quelques minutes. J'ai quelques minutes. Quelques minutes. Merci de me faire profiter de ces quelques minutes. Ouais, juste pour dire que l'isolement des personnes, bon, on l'a vu, c'est comme le reste de nos thèmes, une grande partie de conséquences de la méconnaissance de la maladie. Et donc c'est très important d'assurer, on l'a dit déjà plusieurs fois, l'information des professionnels, des bénévoles en lien avec le lien social, les assistantes sociales, bien souvent, ne connaissent pas bien ce problème, les enseignants, les animateurs, etc. Et les personnels de la MDPH, c'est pas négligeable. Moi, ça m'est arrivé de siéger en CDAPH, enfin, pas de siéger, d'accompagner des personnes en CDAPH et de voir quelquefois que le problème est spécifique d'une personne qui a une épilepsie un peu complexe, mais quelque chose de très nouveau pour eux. Donc c'est quand même un petit peu ennuyeux. Je voudrais juste, à propos de cette formation, signaler qu'il y a eu une expérience au Pakistan qui est tout à fait intéressante, qui s'étale sur une vingtaine d'années. Ils avaient entrepris, devant les difficultés qui sont celles qu'on voit aujourd'hui, hein, une très grande campagne d'information, avec une campagne télévisée qui a duré plusieurs mois, tous les jours, avec des informations dans des centres de soins, création de pôles d'accueil, etc., concernant l'épilepsie. Et puis ils ont regardé, il y a eu une étude sérieuse de statistiques par la suite,
on s'est aperçu qu'on avait amélioré la prise en charge des personnes. 21% étaient 21%, pardon, en gros, c'est passé de 75 à 21% si on considère le nombre de personnes qui n'étaient pas bien prises en charge ou pas traitées pour leur épilepsie. Et les auteurs concluaient aussi qu'il y avait eu une très très nette amélioration de la considération des personnes avec épilepsie qui étaient très, très discriminées, comme chez nous, bien sûr. Un autre biais, donc, c'est de soutenir les associations de patients. L'espace associatif, c'est important, c'est un espace, on le sait tous, ici, c'est un espace de rencontre, c'est un espace d'échange. Quelques-uns, en plus, organisent des activités de loisirs ou des activités culturelles, je ne vise personne. Et schématiquement, c'est une grande aide pour les patients, mais aussi pour leurs familles, pour les aidants. On a beaucoup de parents qui participent à l'espace associatif. C'est un très bon moyen de recréer du lien social et de lutter contre l'isolement des personnes qui ont une épilepsie. Quelques-uns qui étaient très isolés ont rejoint l'association et nous ont dit « Enfin, je rencontre un peu des gens avec qui je peux parler ». L'intérêt aussi pour eux, c'est de ne pas risquer de se sentir discriminés. On est en famille, en quelque sorte, et il n'est pas question que l'épilepsie soit un critère de jugement. Il faut signaler quand même que les associations peuvent manquer de moyens. Elles ne sont que très rarement ou pas du tout subventionnées. Un autre point intéressant, donc, c'est de faciliter l'accès aux activités de loisirs, mais là, ça rejoint le territoire de Gilles, qui en a très très bien parlé. C'est vrai aussi pour les activités culturelles. C'est quand même dommage de voir des gens qui s'inscrivent à la chorale et qui, à la 3e séance, disent « non, je ne peux plus trop y aller parce qu'ils se sont fichus de moi, j'ai fait une crise et tout ça, ça ne va pas, et puis je me suis endormi au 2e couplet. » Enfin, il y a des trucs qui font que c'est encore très compliqué si on ne peut pas faire préalablement une bonne information du personnel encadrant, qui sache de quoi il s'agit, qui sache quoi faire ou ne pas faire. On parle d'habitat partagé également, rapidement, pour dire que c'est une excellente façon également de permettre à ceux qui le souhaitent de se trouver dans un environnement social sécurisant, et aussi facteur de lien social. Il y a des activités communes, la possibilité de rencontre, c'est sans doute intéressant. Il y a quelques expériences en France qui sont spécifiques à l'épilepsie, ça commence à se développer, on a pas mal de retard. C'est un peu dommage. C'est pas si facile que ça. On a essayé, nous aussi, de faire. Il y a un projet quand même qui est soutenu par l'association, mais il y en a qui a même démarré. Mais enfin, il y en a pas beaucoup. C'est pas encore extrêmement facile. Et puis, les aides financières pour lutter contre la précarité et l'isolement social. Pourquoi? C'est parce que on sait que la précarité est un facteur d'isolement. Il y a eu des études très sérieuses sur les facteurs qui font qu'une personne, en général, se sent isolée. Pour mémoire, il y a à peu près 4% de la population française qui en est un état d'isolement sérieux. Et il y en a encore plus chez les personnes avec handicap et chez les personnes avec épilepsie. Et la précarité financière entre, pour une part, dans ce problème d'isolement, d'une part parce qu'elle aggrave l'image de soi. Les gens qui sont dans une situation de pauvreté économique ont tendance à se replier sur eux parce qu'ils ont un petit peu une baisse de leur estime personnelle. D'autre part, pour de simples raisons pratiques aussi, imaginez quelqu'un qui ne peut pas travailler à cause de son épilepsie, qui vit avec une seule allocation adulte handicapé. Il a donc un budget de 960 € par mois, je crois, à peu près, pour vivre. Dans ces conditions-là, il est quand même assez difficile d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, d'organiser des vacances ou faire des voyages. Et ça nuit terriblement au lien social. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir accepté de présenter rapidement vos mesures phares.